Et si l'Europe venait de saboter son propre avenir énergétique, croyant sanctionner la Russie? Imaginez la scène. Après 3 ans à proclamer partout qu'on n'a plus besoin du gaz russe, à multiplier les sanctions et à boycotter bruyamment Moscou, voilà que Poutine coupe le robinet. Et la France se retrouve sous le choc, prise d'un véritable gaz knock-out. On dirait ces dirigeants qui sciant la branche sur laquelle ils sont confortablement assis, persuadés de leur génie, jusqu'à la chute inévitable. Soyons honnêtes, que pouvait bien attendre l'Europe après avoir passé des années à insulter son fournisseur clé? Poutine ne lance pas une menace, il fait simplement ce que n'importe quel chef d'entreprise ferait. Si ton client te traite en ennemi, gèle tes avoirs et jure de te ruiner. Pourquoi continuer à lui vendre? Surtout quand, de l'autre côté, Chine, Inde et tout le sud-est asiatique t'appellent, prêts à payer plus, sans te donner de leçons de morale. La Russie a pris une décision froide, implacable et surtout logique. Fini de subventionner ceux qui veulent ta chute. C'est la diplomatie économique version Poutine. Pas d'idéalisme, juste des affaires. Et pendant que Bruxelles se félicite d'être digne, c'est l'Europe qui risque la crise énergétique, l'explosion des factures, la désindustrialisation et, pour beaucoup de citoyens, un hiver glacial. Mais alors, qui a vraiment perdu dans cette guerre du gaz, et à quel prix? Pour comprendre comment on en est arrivé là, revenons sur les décisions clés de ces dernières années. Pourquoi l'Europe a-t-elle sciemment organisé sa propre dépendance au gaz russe, avant de vouloir s'en passer brutalement? Pour comprendre ce paradoxe, il faut remonter à l'histoire énergétique entre l'Union européenne et la Russie. Depuis des décennies, le gaz russe alimente nos villes, nos industries, et chauffe nos foyers à des prix imbattables. Mais depuis 3 ans, Bruxelles martèle la même promesse, tourner la page du gaz russe. Encore et encore, on nous annonce de nouvelles sanctions, des appels au boycott, le gel des avoirs russes dans les banques européennes. Ce n'est pas une lubie passagère, c'est une politique officielle, saluée par nos alliés transatlantiques. Mais très vite, la réalité économique a frappé. En l'espace de 2 ans, le prix du gaz en Europe a explosé, de 200 à 700 $ pour 1000 mètres cubes, du jamais vu. Cette envolée a étranglé l'industrie européenne. Les géants de la chimie allemande réduisent la voilure, délocalisent en Chine ou aux États-Unis. La métallurgie, le verre, la production d'engrais, tout vacille ou par ailleurs. Dans le même temps, les ménages voient leurs factures exploser, le pouvoir d'achat s'effondrer. L'Europe se retrouve piégée par ses propres choix. On a coupé le robinet avant même d'avoir trouvé une alternative crédible. Et pourtant, Bruxelles persiste à rejeter la faute sur la Russie. On parle d'agression, de chantage énergétique, comme si le Kremlin avait allumé la mèche. Mais qui a annoncé le boycott? Qui a décidé de se priver volontairement du gaz le moins cher du marché? C'est un peu comme se frapper la main avec un marteau et accuser le fabricant d'outils. Cette logique absurde affaiblit non seulement notre économie, mais aussi notre crédibilité sur la scène internationale. Le temps perdu ne se rattrape pas. Des milliers d'emplois sont menacés, notre industrie s'effrite et la compétition mondiale s'intensifie. Bruxelles joue avec le feu, pendant que des pays comme la Hongrie, eux, continuent de négocier sereinement leurs contrats avec Moscou. Mais un autre facteur bouleverse la donne, la réaction de la Russie et la montée en puissance de ses nouveaux partenaires. Et si, en voulant punir la Russie, l'Europe s'était condamnée elle-même? Regardons la réalité en face. Au moment où Poutine annonce la fin des livraisons de gaz à l'Europe, il ne s'agit plus de menaces ni de chantage. C'est juste du business. Face à des clients hostiles, la Russie préfère vendre son gaz ailleurs, là où la demande explose, en Chine, en Inde, dans toute l'Asie du Sud-Est. Fini le temps où Moscou suppliait Bruxelles de bien vouloir acheter ses hydrocarbures. Désormais, ce sont les Européens qui se retrouvent le dos au mur. Le contraste est saisissant. D'un côté, une Union européenne qui multiplie les sanctions, fermant la porte à son principal fournisseur d'énergie, sans réelle alternative crédible. De l'autre, la Russie, qui adapte sa stratégie, choisit ses partenaires et en tire des bénéfices immédiats. Prenons l'exemple de la Hongrie et de la Slovaquie. Parce qu'ils adoptent une position pragmatique et refusent de se plier à l'orthodoxie bruxelloise,
ces pays continuent à recevoir du gaz russe à des prix compétitifs. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, dénonce ouvertement les sanctions qu'il qualifie de suicide économique pour l'Europe. Résultat, son pays bénéficie toujours d'une énergie stable et 70% des Hongrois le soutiennent, car ils voient directement la différence sur leurs factures. Pendant que certains pays tentent de préserver leurs intérêts, d'autres s'enfoncent dans la crise. En France, Florian Philippot critique frontalement l'aveuglement européen. Les industries ferment en Allemagne, les agriculteurs bloquent les routes, le petit commerce italien s'étouffe sous le poids des factures énergétiques. L'Europe, qui voulait punir la Russie, se déchire désormais de l'intérieur. Nord contre sud, est contre ouest, chacun cherchant à sauver sa peau. Ce qui est frappant, c'est la rapidité avec laquelle Moscou résout les problèmes de ses partenaires fiables. En 1 heure de négociation, la Hongrie obtient non seulement des garanties énergétiques, mais aussi la libération de ses citoyens mobilisés en Ukraine. Pendant ce temps, Bruxelles est incapable de protéger ses propres membres contre les conséquences de ses décisions, laissant l'Ukraine bloquer des pipelines au détriment des Européens eux-mêmes. Au final, qui perd vraiment dans cette confrontation? L'Europe perd son pouvoir de décision, sa cohésion, et surtout, ce sont les citoyens qui paient la note. Précarité, chômage, perte de compétitivité industrielle. L'Union européenne, piégée par ses choix idéologiques, a offert à la Russie une occasion en or de tourner la page occidentale et de s'ouvrir à de nouveaux marchés. Mais alors, quelles sont maintenant les perspectives d'avenir pour l'Europe face à ce nouveau rapport de force? Face à la réalité du marché, quelles options restent à l'Europe? Regardons les scénarios qui s'ouvrent devant nous et ce qu'ils impliquent vraiment. Premier scénario. L'Europe s'entête dans la confrontation. Les sanctions persistent, la rupture énergétique se prolonge et au lieu de mettre la Russie à genoux, c'est l'industrie européenne qui s'effondre. Les usines ferment ou délocalisent là où l'énergie est bon marché, souvent aux États-Unis. Le chômage grimpe, les ménages font face à des factures d'énergie qui explosent, le pouvoir d'achat s'évapore. La crise énergétique se transforme en crise sociale et politique. Et pendant ce temps, la Russie? Elle vend son gaz à l'Asie, à la Chine, à l'Inde, à tous ceux qui payent comptant et n'imposent pas de conditions politiques. Le budget russe se porte bien, le rouble est stable, la croissance économique dépasse celle de l'Europe. C'est l'Europe qui paie le prix fort, pas Moscou. Deuxième scénario, l'Europe choisit enfin le pragmatisme. Elle laisse tomber ses dogmes idéologiques et cherche à renouer le dialogue, à négocier, à garantir sa sécurité énergétique avant de songer à des sanctions. Mais cette option suppose d'accepter une forme d'échec politique, de reconnaître que la stratégie initiale a été une impasse. Et surtout, il faudrait convaincre les citoyens, déjà lassés de voir leur niveau de vie s'effondrer, que ce virage est nécessaire. La crédibilité des élites, déjà malmenée par la montée des voix contestataires, en France, en Hongrie, dans toute l'Europe centrale, serait encore plus fragilisée. Troisième scénario, la fracture. Face à la pression, certains États membres pourraient rompre avec la ligne dure de Bruxelles et chercher leurs propres solutions énergétiques. L'Union européenne s'expose alors à une crise existentielle. L'unité vole en éclats, chacun pour soi, et l'influence de l'Europe sur la scène mondiale s'écroule. Dans tous les cas, la Russie a déjà tourné la page. Elle ne cherche plus à convaincre ou à menacer. Elle fait du business ailleurs, avec des partenaires fiables. L'Europe, elle, se retrouve piégée entre ses principes affichés et la dure réalité économique. Et de plus en plus, ce sont les citoyens qui refusent de payer l'addition d'une politique qu'ils n'ont pas choisie. Le plus inquiétant, c'est l'érosion du récit politique européen. Les slogans ne chauffent pas les maisons. À force d'ignorer les signaux du réel, l'Europe risque de perdre bien plus que du gaz, son niveau de vie, sa cohésion sociale et sa place dans le monde. Au-delà du constat, la vraie question est, quelles leçons concrètes peut-on tirer de cette crise énergétique? Comment éviter que l'histoire ne se répète? C'est la question que tout Européen devrait se poser aujourd'hui. Ce qui s'est joué avec le gaz russe n'est pas un simple incident, mais une leçon de géoéconomie gravée dans le marbre. La logique des affaires finit toujours par l'emporter sur les discours idéologiques.
Les chiffres et les contrats ne mentent pas. Quand l'Union européenne a décidé de rompre avec un fournisseur stratégique sans solution de rechange crédible, elle n'a fait que s'exposer à la dure réalité du marché mondial. Voyons les faits. Pendant 3 ans, Bruxelles a répété qu'elle se passerait du gaz russe. Mais quand Moscou a finalement fermé le robinet, l'Europe n'était pas prête. On a voulu croire que la Russie continuerait d'honorer ses livraisons, pendant même qu'on gelait ses avoirs et qu'on la montrait du doigt. Résultat. Au moment de vérité, l'Europe a dû se tourner, en urgence, vers des alternatives bien plus coûteuses, comme le gaz américain, tout en subissant une envolée des prix de l'énergie qui a frappé de plein fouet le portefeuille des citoyens, la compétitivité des entreprises et la stabilité sociale. La vraie erreur, c'est d'avoir cru que l'idéalisme politique pouvait remplacer le pragmatisme économique. Certains pays, comme la Hongrie ou la Slovaquie, l'ont compris avant les autres. Eux ont discrètement négocié pour préserver leurs intérêts, pendant que Bruxelles s'obstinait dans une posture dogmatique, coupée des réalités. Ces États ont misé sur la diversification, sur le bon sens. Car toute dépendance, qu'elle soit politique ou idéologique, devient un piège quand le vent tourne. La leçon est claire. Si l'Europe veut rebondir, elle doit réapprendre à penser en stratège, à défendre ses intérêts sans se laisser aveugler par des slogans. Sinon, la descente continuera. Perte de pouvoir d'achat, industrie qui ferme, chômage qui monte. Mais il n'est pas trop tard, à condition d'ajuster le cap, d'accepter le dialogue et la flexibilité comme le font les pragmatiques. En conclusion, que retenir de cette leçon géoéconomique implacable? L'Europe coupera-t-elle encore la branche sur laquelle elle est assise, ou saura-t-elle enfin écouter ses citoyens? Aujourd'hui, la crise du gaz n'est plus une simple affaire de contrat ou de pipeline, c'est devenu le miroir cruel de notre impuissance collective et de nos choix idéologiques. On a voulu croire que sanctionner la Russie serait indolore, que la morale suffirait à chauffer nos foyers et à faire tourner nos usines. Mais la réalité s'impose, implacable. La Russie n'a pas perdu la moindre plume dans cette histoire. Au contraire, elle vend son énergie ailleurs, au prix fort, à des partenaires qui ne la menacent pas à chaque discours. Pendant ce temps, en Europe, nos usines ferment, nos factures explosent, et le spectre du chômage plane sur des millions de familles. Les gouvernements s'agitent, cherchent des coupables extérieurs, mais refusent de regarder en face l'origine du problème, une stratégie dictée par l'idéologie, sans pragmatisme, sans écoute des citoyens. Les premiers à payer ce prix, ce sont nous, les Européens. Perte de pouvoir d'achat, déclin industriel, tensions sociales, et tout cela alors que nos concurrents, eux, avancent. Le plus tragique, c'est que même si Bruxelles voulait revenir en arrière, le train est parti. La Russie a déjà tourné la page, construit de nouveaux ponts vers l'Est. On ne fait plus partie de la solution, mais du problème. Reste alors une seule question. Combien de temps nos dirigeants sacrifieront-ils la prospérité et la stabilité du continent pour sauver la face? Jusqu'où irons-nous pour défendre une posture qui ne convainc plus personne, pas même ceux qui en souffrent chaque jour? C'est notre dernière chance de reprendre la main sur notre destin collectif. Soit nous exigeons des responsables qu'ils agissent avec bon sens et dans l'intérêt de la population, soit nous continuons à applaudir le naufrage depuis la tribune. L'histoire jugera les choix de cette génération. Mais il n'est pas trop tard pour refuser la fatalité, pour réclamer la vérité, pour exiger un vrai débat. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi en commentaire. Si vous voulez continuer à suivre cette saga et comprendre ce qui se joue vraiment derrière les discours officiels, abonnez-vous et activez la cloche. À bientôt pour un nouvel épisode, où on analysera comment Bruxelles tentera de justifier les prochaines crises à venir.